Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission Politis, qui est de retour. Je profite de cette occasion pour remercier vivement ceux qui ont toujours encouragé et défendu cette émission. Remerciements vont, bien entendu, au président Sambacham du FPC, à l'administrateur Ahmed Val Oul Massoud, que j'aurai l'occasion d'inviter sur ce plateau. Chers téléspectateurs, ce soir, mon invité est son Excellence Bilal Ouarzak. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Il s'appelle Bilal Ouarzak et il est né en 1953 à Mongol, n'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Oui. En 1976, il obtient son diplôme d'attaché de chancellerie avec mention, major de sa promotion. Fonction consultant indépendant. Il a occupé plusieurs postes au niveau du ministère des Affaires étrangères. En 1976, chef de division de la coopération bilatérale et multilatérale. 1977-78, chef de division de la coopération culturelle, technique et scientifique en charge cumulativement de la coopération avec la Chine. En 1997 à août 2007, il est ambassadeur au ministère des Affaires étrangères de la coopération. Il est conseiller aux ambassades de 1979, chargé d'affaires à Abidjan, Côte d'Ivoire. Deuxième conseiller, toujours en Côte d'Ivoire. 81-88, deuxième conseiller à Bruxelles. Juillet 88-89, premier conseiller à Dakar, au Sénégal. 1989-89, chargé d'affaires à Dakar. Consul général de 89 à 92 à Guinée-Bissau. Où en juin 91, les deux ministres des Affaires étrangères de la Mauritanie et du Sénégal ont signé un accord de paix entre les deux pays, mettant un terme à la rupture des relations diplomatiques suite aux malheureux événements survenus en 89. C'est vrai, monsieur l'ambassadeur? Il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en 92 au Mali, au Burkina Faso, au Niger, à résidence à Bamako. Ambassadeur aux États-Unis de 1996 à 1997. En 2009, ambassadeur au Yémen, avec résidence à Sanaa. Il est médaillé d'honneur de la Fédération mauritanienne de football. Exactement, monsieur l'ambassadeur. Pourquoi cette distinction de football? Bon, je pense que quand même j'ai eu un peu à recevoir les équipes, l'équipe nationale de football un peu partout. Au Sénégal, en Guinée-Bissau, au Mali. Et certainement qu'ils ont jugé que je dois être décoré de cette médaille. Et je pense qu'ils m'ont décoré au temps de Cheikh Al-Bouidi, rahmatullah. Très bien. Il faut dire que aussi j'ai toujours soutenu notre équipe nationale, ce qui va de ça. C'est un devoir national. Donc, vous êtes une grande figure du militantisme de la cause Haratine. Parlez-nous de l'historique de ce mouvement, ses objectifs, et est-ce que ces objectifs ont été atteints aujourd'hui? Bon, il faut dire que en fait, le mouvement El Hor, que je connais très bien, pour être l'un des initiateurs de ce mouvement, et même le principal rédacteur de sa charte, nous avons pensé à ce mouvement à partir des années 73-74. Parce que nous étions tous à l'époque au niveau du mouvement démocratique national. Et comme vous le savez, toutes les réformes que le président Mokhtar a eu à faire en Mauritanie, aussi bien la nationalisation de la Mifarma, la création de l'Ouguiya, la révision des accords de coopération, ont répondu à beaucoup d'attentes du mouvement démocratique national. Et donc on s'est trouvé un peu scindé. Certains pratiquement avaient rejoint le Parti du peuple mauritanien à l'époque, avaient rejoint Mokhtar. D'autres étaient un peu rentrés en clandestinité. Quant à moi, qui était à l'époque quand même président d'un comité d'action, qu'on appelait le comité d'action à l'époque, j'ai jugé quand même utile de me consacrer à la libération des esclaves, l'émancipation des Haratines,
C'est ainsi que l'idée de créer El Hurr m'est venue. Nous étions 3 amis qui avons travaillé sur cette idée, qui d'ailleurs sont toujours vivants, alhamdulillah. L'un, c'est un administrateur de régie financière, Amarul Ahmed, et l'autre, c'est un diplomate de carrière comme moi, Mohamed Yahiyoul Sire, qui vit en exil, je crois, maintenant. Et donc, une fois qu'on a eu cette idée, on a rédigé la charte et on a essayé maintenant de rassembler le maximum de Haratin qui sont intéressés par la cause et essayer aussi de faire en sorte que toutes les régions soient représentées. Et c'est ce qui s'est passé avec la direction d'El Hurr, la première direction d'El Hurr, dont l'annonce officielle a été faite le 5 mars 1978. Mais en réalité, El Hurr travaillait déjà depuis 1975. Voilà un peu les objectifs. Moi, je pense que moi, j'étais au Sénégal en exil quand le comité militaire de redressement national a pris la décision du 5 juillet 1980 d'abolir l'esclavage. Et donc, j'étais au Sénégal à l'époque et je me rappelle que le 7 juillet, j'ai convoqué la presse et j'ai décidé de soutenir cette idée de l'abolition de l'esclavage, qui par la suite fera l'objet d'une ordonnance le 5 mars 1981. Mais en fait, la décision d'abolir l'esclavage a été prise le 5 juillet 1980. Moi, j'ai eu à le soutenir le 7 juillet 1980 et je crois que je suis rentré d'exil en Mauritanie le 21 juillet 1980. Donc, après le procès de Rosso, après la libération de tous les membres de la direction et après cette fameuse décision. Certains vous diront que la décision du 5 juillet 1980, qui a été donc concrétisée par l'ordonnance du 5 mars 1981, ne correspond pas à grand-chose parce qu'on disait pratiquement que les maîtres qui possédaient des esclaves pouvaient avoir une compensation. Pour nous, c'était déjà une très grande victoire parce qu'il est certain qu'il n'y avait aucun esclave qui va compenser son maître. C'est complètement ridicule. Et je pense que ça a été fait sur la base de la première abolition de l'esclavage en France. Et je crois qu'à l'époque, les négriers, qu'on appelle les négriers, avaient touché des compensations de la part de l'État français quand il y a eu cette abolition. Donc ça a été fait. Mais pour moi et pour l'ensemble de la direction d'El Hurr, c'était fondamental que la Mauritanie reconnaisse que l'esclavage est vil et qu'il n'est pas de ce temps et qu'il ne correspond pas à notre sainte religion, l'islam, et qu'il ne correspond à rien. Donc pour nous, c'était déjà une très grande victoire. Une très grande victoire. Et nous pensons que les objectifs auraient pu être atteints si, à partir de 1981, on avait travaillé sur des projets concrets qui visent à émanciper cette communauté. Malheureusement, ceci n'a pas été le cas. Et donc, nous avons continué tantôt à avoir certains leaders, tantôt à avoir des gouvernements qui jouent un peu sur tout ça, tantôt c'est les partis politiques qui jouent sur ça, mais le fond du problème et la résolution des problèmes, moi j'estime qu'on est beaucoup en deçà de la résolution des problèmes. Je vous dirais tout simplement que ma vision de la résolution des problèmes des Haratin, c'est vrai, l'abolition de l'esclavage c'est fondamental. La loi qui criminalise l'esclavage c'est important. Mais le plus important, c'est la libération et les aspects économiques. Et sur ce plan, malheureusement, je vois que les Haratin ont tendance à s'appauvrir au lieu de passer d'une classe pauvre à une classe moyenne. Et ça, c'est très grave. C'est très, très grave parce que tout un chacun, même les Haratin qui se disent lutter pour la cause, n'ont pas du tout encore compris cette réalité. Vous savez, les Haratin, ils ont ce qu'on appelle un outil de production. L'outil de production du boucher, par exemple, Haratin. C'est quoi? Il égorge, il vend la viande dans une place, il y a les mouches, il y a tout ça. Pour moderniser cet outil de production, il faudrait quand même investir pour ce Haratin, pour qu'il ait une boucherie moderne, pour qu'il soit dans des places, disons, propres. Vous prenez les femmes
qui vendent le couscous, celles qui vendent le tabac, toutes ces personnalités-là, leur outil de production est largement dépassé. Et si on ne le modernise pas, et s'ils n'ont pas accès au capital, s'ils n'ont pas accès à une formation professionnelle, vous allez voir, dans 10 ans, ils vont être plus pauvres qu'en 2016. Oui, mais ça, Et c'est cet aspect qui va aggraver la question des haratim. Oui, mais c'est l'État qui doit prendre ces mesures. Oui, ça c'est évident, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est certain, c'est que l'État est responsable de cette situation. Parce que quand vous prenez la communauté maure dans son ensemble, qu'il s'agisse des haratines ou des marabouts, ou des guerriers, ou des forgerons, ou tout ce que vous voulez. Donc l'ensemble des couches sociales qui composent la communauté maure. Avant les indépendances et avant la création de l'État mauritanien, il y avait une sorte d'interdépendance. Certes, il y a des injustices parce que l'esclavage est inacceptable, mais une sorte d'interdépendance. Mais à l'horizon des indépendances, les écarts se sont creusés entre toutes ces couches sociales. Et la couche sociale qui a le plus perdu dans cela, ce sont les haratim. Donc il est évident que c'est à l'État mauritanien de faire des choses. Et moi je le dis très souvent, la question haratin est facile à régler, mais il faudrait quand même la volonté politique et il faudrait des moyens. Donc que représente Tadamoun à votre égard dans ce sens? Bon, je pense que Tadamoun, moi, Hamdi, c'est un ami, c'est un monsieur qui travaille comme il peut. Mais vous savez, tout dépend de la mission qui est assignée à Tadamoun. Tout dépend aussi des moyens qui sont mis à la disposition de Tadamoun. Moi, mon projet et mon ambition pour régler ce problème, c'est sur plusieurs points. D'abord, l'accès de cette couche au capital. Vous savez, nous sommes dans un système libéral. Nous ne pouvons pas revenir à des systèmes communautaires ou communistes. Donc il faut travailler avec le système que nous avons. C'est un système de capital, c'est un système libéral, mais il faut que tout un chacun ait accès au capital. Et si on veut vraiment discriminer positivement cette couche, on doit le faire sur l'aspect de l'accès au capital. On doit le faire sur la formation professionnelle. On doit le faire sur l'éducation. Et l'éducation, c'est fondamental parce que vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des écoles privées. Et qui peut payer les écoles privées? C'est une partie de la population mauritanienne. Ça veut dire que pour ce qui est de l'école, il faut obligatoirement rendre opérationnelle l'école publique. Il faut la rendre attractive. Vous savez, certains vous diront il y a beaucoup d'écoles privées, il y a des écoles turques, libanaises, on ne peut pas, par un décret, dire voilà, on va annuler les écoles privées. Mais il y a une chose que l'État peut faire, et c'est facile à faire, c'est de rendre attractive l'école publique. Comment rendre l'école publique attractive? Premièrement, en nivellant tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde vient à l'école avec la même tenue, du primaire jusqu'au lycée. La même tenue pour tout le monde. Excellence, avez-vous déjà, du moment que vous étiez dans le gouvernement, enfin, je dirais, travaillé sous plusieurs chefs d'État, avez-vous posé des conditions à ces chefs d'État, passant par Haïdala, Mahawiya, pour l'émancipation de... Oui, il faut dire qu'en ce qui me concerne personnellement, et comme j'étais diplomate, donc j'ai toujours été à l'étranger, j'ai beaucoup travaillé avec, j'ai pas beaucoup travaillé avec Haïdala, j'ai beaucoup travaillé avec Mahawiya parce que j'ai été ambassadeur avec lui sur plus que deux fois ambassadeur, mais jamais nous n'avons discuté de la question haratin. Jamais. Et pourquoi alors que vous êtes parmi les leaders de je ne sais pas, ça c'est une question qu'il faut poser au gouvernement mauritanien. Vous savez, moi quand on m'a affecté la première fois en Côte d'Ivoire, j'avais réuni tous mes frères haratin, et ils sont là, ils peuvent en témoigner. Boubacar Messoud peut en témoigner, Messoud peut en témoigner. J'ai dit voici, moi je vais comme diplomate en Côte d'Ivoire et à partir de maintenant, j'agis comme diplomate. Je ne peux plus être
un membre de l'Hur, ainsi de suite. Donc c'est à vous de faire le travail. Et je pense que je suis parti sur cette lancée, et les gouvernements aussi ont toujours considéré que Bilal, c'est plus un diplomate qu'un activiste social, mais en réalité, je reste profondément attaché à cette cause, je la défends, et je sais comment aussi la défendre. Mais je dirais que ce n'est pas seulement la faute du gouvernement, je dirais que c'est aussi la faute des Haratin. Vous savez, on a passé 30 ans, ici, ou 35 ans, à se bagarrer pour des leaderships entre les Haratin. Et donc tout le monde en a profité. Les Haratin, ils ont une responsabilité dans cela, parce que comme je vous l'ai dit, depuis 1981, nous aurions dû penser à l'émancipation de cette couche par un travail concret, par des projets concrets, par une éducation attractive, par une formation professionnelle réelle, par la mise en place d'un certain nombre de choses qui peuvent réellement faire passer cette couche de l'état de pauvreté où il est à une classe moyenne. Et c'est encore possible et c'est encore faisable. Mais malheureusement, tout le monde en a profité. Tout le monde a profité de la question Haratin, tout le monde veut l'accaparer, les partis politiques veulent l'utiliser, certains Haratin veulent l'utiliser pour arriver, l'État, du moment qu'il est beaucoup moins cher pour lui de créer des leaders que d'investir beaucoup d'argent pour l'émancipation de cette couche. Donc tout le monde a trouvé son compte dans cette histoire. Mais le problème reste posé et c'est très malheureux que cette couche, qui représente beaucoup en Mauritanie, reste encore dans un état de pauvreté extrême. Et plus grave, si, comme je l'ai dit, on ne modernise pas l'outil de production, si on n'accélère pas la formation professionnelle, si on ne fait pas une école publique attractive, donc ça c'est des solutions. Si on ne forme pas des hommes d'affaires de cette couche-là, si on ne leur donne pas accès à des licences, si on ne donne pas accès au marché, dans 10 ans, il sera encore plus pauvre qu'en 2016 et le problème se poserait avec beaucoup plus d'acuité que maintenant. Très bien, ça c'est des solutions. Vous étiez membre du mouvement, par exemple, MND à l'époque. Cette formation a-t-elle joué un rôle dans l'émancipation des Haratin? Oui, absolument. Nous disons que le mouvement démocratique a fait beaucoup de travail de conscientisation des populations, a fait un travail au niveau de la prise de conscience des gens que l'esclavage n'est pas... Moi, je connais beaucoup d'amis qui sont issus de grandes familles et qui ont beaucoup, de 1967, en tout cas jusqu'à 1975, ont fait beaucoup de travail dans ce domaine-là, au niveau des adouaba, au niveau des campements, au niveau des muqata'a, pour conscientiser même d'abord leurs parents, ensuite conscientiser les esclaves, parce que ça aussi c'est un autre débat, parce qu'il faut aussi les conscientiser, il faut leur faire prendre conscience que ce n'est pas que l'esclavage ce n'est pas quelque chose qu'on hérite. Non, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Mais comme je vous l'ai dit, à partir de 1974-75, et comme Mokhtar al-Dada a pratiquement répondu à toutes les doléances du mouvement Kadihin, il fallait que, à l'époque, en tout cas c'était ma pensée, qu'on se singularise pour d'une part libérer ceux qui sont encore sous le joug de l'esclavage et d'autre part émanciper les Haratin qui sont sortis déjà de cet état de fait. Et je vous dirais aussi que pour mémoire et pour l'histoire, je me rappelle à l'époque on avait dit, parce que quand même on avait une culture des MND comme vous dites, on avait dit que le jour où la Mauritanie sera un pays démocratique et qu'on aura libéré les esclaves et qu'il y aurait des partis politiques, il y aurait une démocratie, en ce temps, El Hur n'avait plus sa raison d'être. Ça, je me rappelle bien. Exactement. Je me rappelle, Messoud a préconisé une fois la dissolution du mouvement Al-Hur. Bon. Boïdjel n'est pas loin de cette idée. Moi, je pense que ni Boïdjel ni Messoud ne peuvent dissoudre Al-Hur. Parce qu'ils ne l'ont pas créé. On ne peut pas le dissoudre. Al-Hur, comme je t'ai dit, a été créé suite à une idée dont je viens de parler. Et sa direction a toujours été collégiale. Il n'a jamais été individuel. Quand moi j'ai quitté la Mauritanie la première fois pour le Côte d'Ivoire, la direction de l'Hur a été toujours collégiale.
Mais peut-être ce qu'ils vont voulu dire, et je suis d'accord avec eux, c'est qu'à l'époque, au niveau de la charte, au niveau des textes, on avait bien préconisé que le jour où la Mauritanie connaîtra une démocratie réelle et que les esclaves seront libérés et qu'on aura criminalisé par exemple l'esclavage, il n'y a plus de raison d'être d'El Hor. Pourquoi? Parce que les gens vont se répartir au niveau des partis politiques, ce qui existe d'ailleurs aujourd'hui. Pourquoi Boydel, Messoud, Samouri ou le Bey ou le Borbos ne sont pas dans les mêmes partis? Chacun d'eux est dans un parti. Moi, j'étais au RFD. Je dirige actuellement une coalition qui est partie au dialogue. Ça veut dire que quand il y a la démocratie, effectivement, les gens prennent les positions qui leur conviennent. Et le problème de l'esclavage et de l'émancipation des Haratin ne serait plus et n'est plus le problème de Bilal ou de Messoud ou de Boydel ou de Samouri, mais c'est le problème de vous, de M. Mohamed Abdelaziz, président de toute la Mauritanie. Donc ça devient un problème national. Et nous devons tous aider à le résoudre. Nous devons tous aider à réduire les inégalités. Nous devons tous aider... Le gouvernement ou le pouvoir nie l'existence de l'esclavage. On dit qu'il n'y a plus que des séquelles. Moi, je pense que ça, c'est un faux procès. Le fait que le gouvernement fasse des textes pour criminaliser l'esclavage, qu'il crée des tribunaux pour juger les esclavagistes éventuels, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc cette histoire de dire voilà, non, moi je pense que le gouvernement ne nie pas, mais il essaye d'être pratique et de travailler pratiquement pour résoudre cette question. Mais moi je dis que c'est loin d'être suffisant. C'est très loin d'être suffisant parce que il faut travailler sur cette question sur une base économique, sur une base d'éducation, sur une base de formation professionnelle et non pas de discours, des textes, ainsi de suite. Très bien, Monsieur Excellence. Passons à autre chose. Hasardement, je suis tombé sur une démission de M. Bilal Ourzeg, alors ambassadeur au Yémen. C'est vrai ça? Bon, oui. On dit que vous n'acceptez pas d'être sous la direction de Cheikh Al-Avi ou Mohamed Fouad. Non, là il faut quand même... C'est ce qui a été écrit. Non, il faut préciser. C'est-à-dire que moi j'ai été ambassadeur au Yémen en 2007. Le président Sidi Cheikh Abdallah à l'époque et le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui est un diplomate de carrière, Mselk, avait décidé de m'envoyer comme ambassadeur au Yémen. J'ai accepté d'y aller malgré le fait que je ne soutenais pas le président Sidi, parce que je soutenais Ahmed Dada dans les élections. Et donc en 2008, il y a eu un changement de gouvernement au niveau de la Mauritanie. Je crois que c'est au mois de mai. Et quand il y a eu ce changement, j'ai effectivement pris audience avec Sidi, je suis revenu du Yémen, et je lui ai proposé ma démission. Pourquoi? Il me dit pourquoi. Je lui ai dit, bon, écoutez, Monsieur le Président, il y a des raisons d'abord personnelles, et il y a des raisons aussi que parmi l'équipe qu'il venait de nommer, certains ministres étaient ministres avec Maouya au moment où moi j'étais ambassadeur aux États-Unis. En l'occurrence, Cheikh Al-Avi, je ne peux pas citer les noms, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas joué un rôle honnête vis-à-vis de moi quand j'étais ambassadeur aux États-Unis. Et donc j'ai dit au président, je ne veux pas recommencer la même aventure où on peut déformer ce que j'ai fait, où on peut déformer ma mission alors que je suis loin par les mêmes personnes qui l'ont fait au moment où Maouya était président. C'était ça la principale raison de ma démission. Certains à l'époque pensaient même que j'étais de connivence avec le président Mohamed Abdelaziz pour présenter ma démission. Or, à l'époque, le président Mohamed Abdelaziz était directeur de cabinet militaire et il était aussi surpris de ma démission que tout le monde. La preuve en est que il m'a appelé,
Il m'a demandé quelles sont les raisons qui m'ont poussé à démissionner. Je lui ai dit les raisons qui m'ont poussé à démissionner. Et il y avait aussi autre chose, c'est qu'à l'époque, beaucoup de gens qui soutenaient Sidoul Cheikh Abdallahi et qui étaient dans le parti Adil à l'époque, disaient souvent dans des réunions politiques, vous savez, on a un ambassadeur au Yémen qui n'est pas membre du parti Adil, qui est des RFD, et donc ce n'est pas normal qu'on l'envoie comme ambassadeur alors que nous sommes d'Adil. Ben, moi je lui ai dit à Sidi, je lui ai dit écoutez, du moment que je ne suis pas d'Adil et que je ne vais pas du tout être Adil, profitez-en, prenez ma démission et envoyez quelqu'un d'Adil au Yémen. Voilà un peu les raisons que... Voilà, on comprend. Vous avez été nommé ambassadeur aux États-Unis, à Washington précisément. Pourquoi cette nomination à Washington? Alors qu'à l'époque, les Américains regardaient la Mauritanie d'un mauvais œil, esclavagiste. Oui, absolument. Bon, moi, raciste même. Oui, moi, je n'ai jamais eu des missions faciles parce que, bon, comme vous le savez, j'ai géré un peu avec mon ami et mon frère, cette crise du Sénégal. Ensuite, je suis allé en Guinée-Bissau parce que quand même le Sénégal, c'est un grand pays. Notre ambassade était assez grande. Et à partir du Sénégal, on couvrait beaucoup de pays, dont la Guinée-Bissau, la Gambie, la Guinée-Conakry, le Libéria, le Cap-Vert, ainsi de suite. Et donc, quand je suis allé en Guinée-Bissau, pratiquement, je couvrais ce que couvrait l'ambassade de Mauritanie à Dakar. Et donc, après la paix, quand on a signé la paix, on m'a envoyé au Mali. Au Mali, ce n'était pas du tout facile non plus, parce qu'il y avait la Zawad, il y avait beaucoup de problèmes. Et bon, quand ça a été réglé, on m'a envoyé aussi aux États-Unis. Donc moi, je me suis dit toujours, on t'envoie là où il y a des problèmes. Et comme je suis très sensible, moi, à la patrie, à l'unité nationale, à l'honneur de la Mauritanie, je n'ai jamais refusé les missions difficiles. C'est vrai, je suis venu aux États-Unis à un moment très difficile. Parce qu'à l'époque, la Mauritanie était taxée soit de raciste, soit d'esclavagiste. C'est sous cet angle qu'on connaissait la Mauritanie. Et malheureusement pour notre pays aussi, il y avait eu un hearing en 1995. Un hearing, c'est une sorte de débat qui se passe au Congrès américain, mais on prend un sujet spécifique et on en discute pratiquement toute la journée. Très bien. Et quand on fait un hearing sur un pays qui est taxé d'être raciste et esclavagiste, c'est vraiment très grave. Parce que c'est des résolutions qui en sortent, c'est des coûts budgétaires, c'est beaucoup de problèmes qui en sortent. Alors comment les Américains ont perçu votre discours à l'époque? Non, moi je suis venu en 1996. J'ai d'abord immédiatement changé de ce qu'on appelle les lobbyistes pour la Mauritanie. Je crois que j'ai présenté mes lettres de créance le 29 juillet 1996. Et je crois que vers la fin octobre, j'ai réussi à dîner à la maison le secrétaire d'État aux affaires africaines à l'époque, aux affaires étrangères, je pense Georges Mousse. J'ai fait beaucoup de travail. Pratiquement en 6 mois, je considère que j'ai fait un travail assez important, qui s'est répercuté d'ailleurs dans le rapport que le département d'État fait annuellement sur les pays. Parce que je pense que j'ai été l'un des rares ambassadeurs à avoir été reçu par le secrétariat d'État aux droits de l'homme pour que je leur éclaircisse un peu toute cette histoire d'esclavage, parce que j'étais le mieux, disons, le mieux indiqué pour leur expliquer tout ça. Bon, avec aussi mon background, le fait que j'ai démissionné d'un poste de chargé d'affaires à Abidjan pour protester contre l'arrestation des Haratines à l'époque, le procès de Rosso, et ainsi de suite. Donc, quand on a une histoire, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on n'a pas d'histoire. Très bien. Excellence, passons à autre chose. Vous avez, après le renversement de Mohamed Ahmed Taïeb, vous avez adhéré au RFD. Pourquoi avez-vous choisi le RFD à l'époque? Bon, il faut dire que je n'ai pas choisi. Moi, je n'ai jamais beaucoup aimé la politique, bien que je suis maintenant là-dedans. Je n'ai pas de choix. Mais c'est vrai, en 2007, c'est le président Ahmed Dada qui est venu me voir, qui est un ami personnel. Donc, on s'est bien connus avant 2007, avant tout ça. On s'est très bien connus. C'est un ami personnel. Je l'apprécie beaucoup, il m'apprécie beaucoup.
Et donc, il est venu me voir en 2007, après les élections législatives et municipales. Donc, je n'ai pas participé à ces élections. Il est venu me voir uniquement pour le soutenir au niveau de la présidentielle. Et je lui ai tout de suite donné mon accord. Et j'ai été son directeur de campagne au Trarza. Et donc, j'ai pratiquement fait 2 ans de soutenance, de soutien à Ahmed Dada. Et après les 2 années, au fur et à mesure, j'ai intégré effectivement le parti, le RFD, où j'ai occupé un peu le poste de président de la commission politique, avec le statut et le grade de vice-président, et de conseiller spécifique au président Ahmed Dada. Voilà. Vous êtes sorti du RFD après votre participation aux journées de réflexion préparatoire au dialogue. Oui, absolument. Qu'est-ce qui a poussé à participer à ces journées exactement? Oui, moi je pense qu'il faudrait d'abord un peu revenir sur ma vie au RFD. C'est-à-dire que au RFD, j'ai toujours prôné 2 choses. La première, c'est le dialogue. Et la deuxième, c'est la participation tout azimut à toute élection. Bon. Je n'étais pas le seul. Nous étions nombreux au niveau des RFD à défendre ces 2 idées fondamentales, à savoir le dialogue quand il se présente, les élections quand elles se présentent. Et malheureusement, en 2014-2013, il y avait une tendance autour du président Ahmed Dada qui ne voulait ni du dialogue, ni de la participation aux élections. Et donc ça a déjà fait une secousse. Parce que quand même, dans un parti, chacun défend son point de vue. Et donc, quand le vôtre, il est mis en minorité par une majorité, vous pouvez le comprendre. Mais quand il est mis en minorité par des jeux internes au parti, ça, on ne peut pas l'accepter. Et donc, à l'époque, soi-disant que cette tendance que moi j'ai représentée n'a pas pu convaincre le parti ou les instances du parti d'aller au dialogue et d'aller aux élections. Ça a déjà fait un premier hic. Le deuxième, c'est quand le gouvernement a demandé à ce que on fasse des journées de réflexion qui ne sont pas de dialogue, contrairement à ce que disent beaucoup d'hommes politiques, mais qui sont préparatoires au dialogue. Et moi, je me rappelle quand on était à la côte, à un moment donné, et que le dialogue ne fonctionnait pas du tout entre la côte et le gouvernement, on avait avancé l'idée de faire des journées de concertation préparatoires au dialogue. Ça a été une demande au départ de l'opposition. De la côte à l'époque. Et donc, quand le gouvernement a décidé cela, moi, de bonne foi, j'ai vu le président Aziz, je l'ai rencontré, et je lui ai fait part de ma disponibilité totale à participer à ces journées de réflexion. Seul ou avec vos... Non, j'y vais seul, mais à l'époque, j'étais convaincu que la tendance que j'ai représentée allait convaincre le président Ahmed et la majorité du bureau exécutif d'aller aux ces journées de concertation. Parce que ça ne nous coûtait rien du tout. C'était des journées de concertation, chacun dit ce qu'il pense, personne n'est engagé en rien du tout. Et après, on fait un document qui pourra être préparatoire au dialogue. Et donc, quand on a pris cette attitude, j'ai confirmé au président Aziz que nous allons participer à ces journées de concertation. Et le parti n'a pas bien pris cela. Je pense qu'ils ont fait un communiqué pour dire que toute personne qui assiste à ces journées se sent exclue. Bon, ceci n'a rien à voir avec les textes du parti, mais en fait, on n'a pas voulu polémiquer parce que Ahmed Dada et moi, on ne va jamais polémiquer sur la politique, ça n'a pas de sens. Donc là, je comprends par et donc, Monsieur Excellence, pardon, que Dada ne fait pas de dialogue en Mauritanie. Non, je ne dirais pas ça, non, au contraire. Moi, je pense que le président Ahmed, c'est un homme politique qui a beaucoup contribué donc à la démocratisation en Mauritanie, qui a beaucoup contribué à la conscientisation des esprits en Mauritanie. C'est un homme de paix. Donc, un homme de paix ne peut être qu'un homme de dialogue. Ça, c'est évident.
Mais il est vrai que aussi, malheureusement, de tout temps, vous savez, les hommes politiques sont entourés de différentes tendances qui souvent sont contradictoires et vous êtes à un moment obligé de choisir. Donc c'est ce qui se passe. Mais sinon, moi je suis foncièrement convaincu qu'Ahmed Ould Daddah est un homme de dialogue. Et je ne désespère pas du tout qu'un jour il vienne au dialogue. Je ne désespère pas. Excellence. Je pense que si on l'invite à un dialogue sérieux, à un dialogue global, Ahmed va répondre positivement. Oui, monsieur. Mais après l'intervention du secrétaire général de la présidence chargé du dossier dialogue, je crois qu'il a tout dit. Qu'attend de l'opposition pour aller au dialogue? Quelle est cette entrave? Bon, vous savez, nous, au niveau de la coalition que je préside, et qu'on appelle la coalition pour la citoyenneté en vue de la préservation de la Mauritanie, nous avons de très bonnes relations avec le FNDI, avec le président Ahmed, avec lequel j'étais même hier. Nous avons de très bonnes relations avec le gouvernement parce que nous voyons le président Mohamed Abdelaziz souvent. Nous avons constaté chez lui une volonté réelle de dialogue. Nous avons constaté aussi que c'est ce qu'il nous a dit. Pour lui qu'il n'y a aucun sujet tabou dans ce dialogue-là, que tous les problèmes peuvent être posés et chacun défendra sa position autour de tel ou tel problème. Ça, sur ce plan, je peux quand même témoigner qu'il y a une volonté réelle. Je sais aussi que les FNDI et les RFD n'ont d'autre choix que le dialogue. Ce sont des partis politiques. Leur seule alternative, ce sont les élections et le dialogue. Donc je pense que si on faisait un effort de part et d'autre, je pense qu'on va aboutir à un dialogue global et pérenne. Et je pense que la Mauritanie aussi en a besoin. Vous savez, en Mauritanie, moi je dis toujours, nous avons aujourd'hui une situation exceptionnelle que nous n'avons jamais connue. Et pour moi, elle est positive. Premièrement, nous avons une constitution dans laquelle il est inscrit qu'un président fait 2 mandats. Nous avons un président qui a déjà fait 1 mandat. Et il est dans son 2e mandat. Il a promis qu'il ne fera pas. Ceci est d'autant plus nécessaire pour le dialogue. Parce que si le mandat du président se termine en 2019, et si nous faisons un dialogue constructif, global et inclusif dès maintenant, et que nous arrivons à mettre sur pied toutes les conclusions de ce dialogue, pour qu'en 2019 nous ne soyons pas surpris, je pense que c'est là l'occasion que tous les Mauritaniens doivent saisir. En tout cas, au niveau de notre coalition, nous essayons de convaincre tout un chacun de saisir cette occasion. Je sais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le docteur Moulay, comme il l'a dit l'autre jour, ils sont disposés à un dialogue. Je sais que les FNDI, ils ont toujours clair. D'ailleurs, c'est normal que l'opposition soit la première à réclamer le dialogue. Yes. Parce que nous, en tant qu'opposition, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les élections et nous avons le dialogue. C'est tout ce que nous avons, nous n'avons rien d'autre. Alors, qu'est-ce que retient l'opposition radicale? Moi, je pense que dans un temps, il y a eu peut-être des susceptibilités entre les uns et les autres. Mais on ne peut pas gérer un pays avec les susceptibilités. La Mauritanie est beaucoup plus importante, beaucoup plus grande que des susceptibilités personnelles. Et je pense que quand tout un chacun mûrira cette idée, on va venir au dialogue. Pourquoi cette tendance politique, je dirais FNDI et RFD, tient beaucoup trop à une réponse écrite? Vous qui étiez à l'opposition, enfin au RFD. Bon, moi, vous savez, quand j'étais encore au RFD, on a demandé, à un moment donné, il y a eu des concertations entre le gouvernement et la CODE et tout ça. Et il y a eu des échanges de points de vue. Il y a eu des échanges même de notes. Et quand vous prenez les notes qui ont été échangées au moment où le docteur Moulay était encore Premier ministre, et la note à l'époque de la CODE, vous trouverez exactement à peu près les mêmes choses. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui bloque. Et je l'ai dit d'ailleurs, si le gouvernement peut écrire, c'est très bien. Moi, je
je n'ai aucun problème à ce que le gouvernement écrive. Mais il va écrire quoi exactement? C'est ça le problème. Très bien. Parce que moi, je pense que si on se retrouve sur une table et qu'on discute, et qu'on discute par exemple de l'ordre du jour du dialogue, qu'on discute du format du dialogue, que l'on discute du chronogramme du dialogue, en ce temps-là, on peut dire au gouvernement, écrivez sur lequel nous sommes d'accord. Mais que le gouvernement écrive aujourd'hui, et que déjà le FND a écrit, le gouvernement a écrit dans un premier temps, moi je pense que si les deux parties regardent bien tout ce qu'ils ont échangé auparavant, ils vont trouver des solutions et dépasser un peu cette histoire d'écriture ou de non-écriture. Qu'ils termineront à accepter d'aller au dialogue initié par le pouvoir? Moi, je pense que, personnellement, et la coalition que je préside, notre leitmotiv, c'est le dialogue. Notre souci principal, c'est que le dialogue réussisse. Le dialogue peut réussir de deux façons, de mon humble point de vue. La première façon, c'est que tout le monde vienne au dialogue, et que ce soit un dialogue inclusif, et que chaque partie donne un peu le scénario qui lui sied pour les problèmes importants qui vont être discutés au niveau du dialogue, à savoir l'ordre du jour, à savoir le format, à savoir le chronogramme. Si tout un chacun donne par écrit ce qu'il pense ou ce qu'il veut tirer du dialogue, et qu'on réunisse toutes ces documentations, et qu'on en fasse la synthèse, et qu'on se réunisse pour se mettre d'accord sur ces trois thématiques, moi je pense qu'en ce temps, le dialogue sera inclusif et il pourra englober tout le monde. Et ça, c'est l'idéal et c'est ce que nous souhaitons. Et c'est pourquoi d'ailleurs, aussi bien nous, coalition de l'opposition, que le gouvernement, avons toujours préconisé un certain nombre d'abattements, de jours, de reports, pour que tout le monde vienne à la table du dialogue. Ça, c'est l'idéal. La deuxième chose, et comme on ne peut pas attendre indéfiniment, et comme nous avons des échéances, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas aussi croiser les bras jusqu'à 2019. Moi, je pense que ce serait... il est important d'aller au dialogue. Oui. Il est important d'aller au dialogue avant cette date. Oui. Et donc, là aussi, on peut venir au dialogue, ceux qui veulent venir au dialogue, présenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, le scénario, chacun, discuter librement, et en ce temps-là, on verra au résultat du dialogue. Si l'opposition ou les partis qui ne sont pas venus à ce dialogue-là voient leur satisfaction au niveau des résultats du dialogue, ça veut dire qu'ils vont se joindre au mouvement. Donc, ce sont ces deux façons pour moi d'aller au dialogue. Ou un dialogue inclusif, global, où tout le monde y participe, ou un dialogue où participent ceux qui veulent y participer, mais qu'on fasse en sorte que les résultats du dialogue, chacun y voit son compte pour qu'on puisse avancer ensemble après les résultats de ce dialogue-là. Excellence, vous écoutez parler ainsi, vous me rappelez le fameux article que vous avez écrit au temps où vous étiez en exil pour une Mauritanie mauritanienne. Ah, vous avez trouvé ça où ça? Décidément. Hein? Était-ce un clin d'œil au gouvernement de l'époque pour lui dire attention, je suis toujours là, ou un avertissement? L'article? Oui. Non, l'article, je l'ai écrit effectivement quand j'étais en exil. Donc, quand j'étais, je crois, au Sénégal ou en France. Bon, je pense que j'étais au Sénégal. Parce que quand même, à l'époque, effectivement, moi, j'avais démissionné pour protester contre l'arrestation le procès de Rosso. Le procès de Rosso. J'étais très content quand le comité militaire avait pris la décision le 5 juillet d'abolir l'esclavage. Et avant ça, effectivement, j'ai écrit cet article. D'ailleurs, je voudrais bien en avoir une copie parce que je ne l'ai plus, si vous l'avez. Je me rappelle que, oui, j'avais dit pour une Mauritanie mauritanienne, et je reste convaincu de cela. Moi, je suis convaincu, et je le dis très souvent,
que la Mauritanie est un grand pays, la Mauritanie est un pays viable, la Mauritanie est un pays riche de sa diversité, riche de sa culture, et tout ce qu'on doit faire, c'est de respecter la personnalité de la Mauritanie et de faire en sorte de ne pas aller à l'encontre de cette personnalité. Et là, nous aurons un grand pays. Je pense que ça doit être un peu le sens de cet article. Mais je voudrais bien quand même avoir copie parce que ça fait... Je vous la chercherai. Excellent. Il y a ça, il y a aussi, je crois, une interview que j'avais faite avec Bara Diouf, qui était à l'époque le rédacteur du Soleil, le journal Le Soleil. Parce que je me rappelle, j'avais fait une grande interview avec lui, qui était sorti à mon retour ici, je crois, le 21 juillet 1980. J'aimerais bien aussi retrouver ça. Très bien, on cherche un peu, on peut le retrouver. Maintenant, monsieur le président de la CCPM, c'est ça? Parlez-nous un peu de cette coalition. Quels sont ses objectifs et quels sont, dans l'avenir, que feriez-vous? En fait, cette coalition, elle regroupe dans son bureau exécutif principalement des cadres du RFD, principalement. Une ancienne députée, un ancien fédéral, des membres du bureau exécutif, ainsi de suite. Donc tous c'est des transfuges du RFD? Oui, je ne dirais pas transfuges, mais quand même, on était au RFD. Bon. D'ailleurs, vous savez, nous, quand on négocie actuellement avec le gouvernement, et dans les scénarios que nous proposons au gouvernement, si vous voyez les propositions que nous faisions, elles ne diffèrent pas du tout de celles du RFD. C'est pratiquement le papier collé du RFD. Donc, dans une certaine mesure, nous pouvons dire que nous représentons quand même une tendance du RFD au niveau des négociations. Non, cette coalition, elle a été rejointe par beaucoup de jeunes, beaucoup de monde. Mais c'est vrai qu'on n'a pas voulu en faire tout de suite un parti politique. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'il y a beaucoup de partis. Et donc, c'est focalisé sur le dialogue. Nous, notre objectif, notre but, c'est de réussir le dialogue. Et c'est pourquoi nous avons de très bonnes relations avec le gouvernement, avec notamment le président Mohamed Abdelaziz, avec le docteur Moulay, avec le gouvernement. Et nous avons de très bonnes relations, aussi bien avec le RFD qu'avec le FNDI. Et donc, notre principal objectif, c'est de réussir le dialogue. Et une fois que le dialogue sera réussi, une fois qu'on aura les résultats du dialogue, en ce temps, cette coalition va se déterminer. En réalité, tous les citoyens cherchent un dialogue inclusif pour sortir Mauritanie de cette crise. Avant de terminer cette émission, j'aurais voulu, je peux vous poser cette dernière question. En votre qualité de diplomate avec une grande expérience, quelle évaluation faites-vous de la diplomatie étrangère de la Mauritanie dans le contexte actuel? Vous avez un peu entendu... Oui, moi je dirais pour qu'on complète le dialogue, pour vous dire ce que moi j'attends du dialogue. Pourquoi la coalition est très attachée au dialogue? C'est pour deux choses. Premièrement, c'est le renforcement de la démocratie et la consolidation de nos institutions. Ça, c'est fondamental. Et nous ne pouvons le faire qu'avec un dialogue inclusif. Concernant la diplomatie, moi je dis toujours que de tout temps, la diplomatie mauritanienne a toujours été forte. Et ce n'est pas un hasard. C'est à cause d'abord de notre position géostratégique et à cause de notre diversité. Vous savez, la diversité de la Mauritanie, c'est une richesse. Que nous ayons des Arabes, des Poulards, des Soninké, des Wolof, c'est une très grande richesse pour ce pays-là. Un pays d'une grande culture. Notre position géostratégique aussi est une grande chance. Parce que nous avons aussi bien un pied en Afrique du Nord, dans le monde arabe, qu'en Afrique de l'Ouest, dans le monde africain. Et ça, c'est fondamental. C'est une position stratégique. Et de tout temps, la Mauritanie, sa diplomatie a été toujours forte à cause de cela, d'abord. Et à cause maintenant de l'action des différents gouvernements qui se sont succédés en Mauritanie. Vous savez, c'est comme on appelle, c'est comme si on appelle chez nous un Hassani al-Harb. C'est le Harb, c'est un peu de lait caillé qui reste, et tu verses là-dessus les laits frais, et il devient caillé avec cette Harb-là. Donc la Mauritanie a quand même une position qui lui permet d'avoir une diplomatie forte.
Et maintenant, ça dépend des gouvernements qui se succèdent. Si vous êtes très actif, si vous n'êtes pas actif, si vous avez la chance de présider l'Union africaine, si vous avez la chance de présider la Ligue arabe, comme maintenant, il est évident que personne ne peut dire que la diplomatie mauritanienne ne fonctionne pas. Elle fonctionne, et elle fonctionne bien. Quelle lecture avez-vous fait après l'organisation de la Ligue arabe? Le sommet arabe, non. Nous, au niveau de la coalition, nous avons fait un communiqué à l'issue de ce sommet. Et dans ce communiqué, nous avons considéré que l'organisation du sommet a été un succès sur tous les plans. Et donc, nous avons félicité pour cela non seulement le gouvernement, mais aussi l'opposition. Donc, c'est un communiqué que vous pouvez voir. Il a été sorti juste après, après la fin du sommet. Voilà, merci beaucoup, Excellence. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Espérons la semaine prochaine, la semaine d'après, recevoir notre invité. Merci beaucoup à Bilal Ouarzak. Je signale qu'il est le président de la CCPM, une coalition de l'opposition qui participe au futur dialogue. Voilà, monsieur. Excellence. Merci beaucoup. Allez, au revoir et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.